Bien, bonjour. Alors, dans cette EP3, on va maintenant aborder les questions d'échantillonnage et de statistiques euh, au fil de l'eau, quoi. Du coup, pour situer la problématique qu'on va aborder, l'objectif des statistiques, c'est d'étudier un ou plusieurs caractères qu'on va appeler aussi variables statistiques d'une population. Donc, on va distinguer la statistique descriptive qui met en ordre des données brutes, soit par des représentations graphiques, soit en fournissant des indicateurs comme une moyenne, un écart type, etc. Bon, vous connaissez déjà un peu ça, on va y revenir. Et puis, on va distinguer ça de la statistique mathématique ou de la statistique inférentielle, dont le but est de faire des estimations d'un caractère à partir du caractère étudié sur un échantillon. Et ça va nécessiter l'usage de la théorie des probabilités. L'idée ici, c'est qu'on ne peut pas étudier de façon exhaustive une population énorme. Donc, on va travailler sur des échantillons de taille petite. Et maintenant, la question, ça va être dans quelle mesure est-ce que ce petit échantillon va permettre de conclure pour l'ensemble de la population. Alors, du coup, le plan un peu de ce cours, de façon un peu impérative, en fait, c'est d'abord d'aborder les questions de probabilité. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle des variables aléatoires. On traitera après le cas de la statistique, et c'est là notamment qu'on parlera assez brièvement de statistiques descriptives. C'est pas, je pense, la partie la plus intéressante de ce cours, même si c'est essentiel de l'aborder, évidemment. Et puis finalement, on terminera par les tests statistiques qui sont les choses qui intéressent le plus l'expérimentateur, le médecin qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans un résultat de traitement, etc., etc. Voilà, donc premier chapitre qu'on va discuter ensemble, c'est les probabilités. Alors, une toute petite incise, j'espère que ces vidéos ne donnent pas l'impression d'être produites par un mauvais youtubeur. On n'est pas dans des conditions pédagogiques idéales à mon sens, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Pensez bien que vous aurez les veilles pour poser des questions si vous en avez. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais évidemment, on ne peut pas être parfait et rien ne vaudra jamais une réponse à une question spécifique par rapport au problème que vous pourriez avoir suite à ce que vous allez écouter maintenant. Voilà, donc cette petite précision liminaire étant faite, allons-y, plongeons. Donc on va commencer par parler de probabilité et on va voir d'abord une généralité évidente, si je puis dire, et puis après on parlera un peu de théorie des ensembles de façon très, très brève et voir comment elle va se relier ensuite aux probabilités. Donc une expérience va être qualifiée d'expérience aléatoire si son résultat n'est pas prévisible. Typiquement dans la vie de tous les jours, si vous jetez un dé, c'est une expérience aléatoire, vous ne pouvez pas prévoir, ça sert à ça d'ailleurs que de jeter un dé, c'est d'obtenir un résultat qu'on ne peut pas prévoir. On va distinguer ça d'une expérience déterministe pour laquelle le résultat est prévisible. Par exemple, si vous jetez une pièce dans l'air et vous pouvez calculer son point d'impact avec précision sans trop de difficultés, disons, grâce aux lois de Newton. Là où prévoir le résultat du dé, alors en stricte rigueur, les lois de Newton permettraient de calculer le résultat du dé, mais c'est concrètement impossible. C'est en ce sens-là que l'expérience est aléatoire en l'occurrence. Le phénomène est déterministe, mais le résultat est aléatoire, parce qu'on ne peut pas le prédire en pratique. Après, bon, si vous voulez parler dans la philosophie, il y a des domaines de la physique comme les mécaniques quantiques qui semblent dire qu'il y a une composante aléatoire fondamentale dans la nature. C'est pas du tout le propos de ce cours. Bref. Voilà, donc ce qu'on va appeler l'ensemble fondamental, c'est l'ensemble des résultats possibles pour une expérience aléatoire donnée. Donc typiquement, quand on jette un dé, c'est l'ensemble des nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si on considère l'expérience aléatoire jeter un dé, l'ensemble fondamental correspondant, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En pratique, on va le voir après, les ensembles fondamentaux peuvent être finis ou infinis, on discutera ça un peu plus en détail. Un événement, ce qu'on va appeler un événement par la suite, c'est un sous-ensemble de E. Et l'événement A se produit si le résultat fait partie de A. Donc par exemple, tirer un nombre pair, c'est un événement qu'on va regarder et qui contient du coup les éléments 2, 4, 6. Et donc on voit que A est bien un sous-ensemble de E. 2, 4 et 6 font partie de E, donc A fait partie de E. C'est ce qu'on appelle un sous-ensemble de E. Et donc tout événement est forcément un sous-ensemble de l'ensemble fondamental. L'ensemble vide, lui, est l'événement impossible. L'ensemble vide, ce serait je lance mon dé et je ne tire aucun résultat. C'est pas possible, le dé va forcément indiquer un résultat, et donc c'est impossible. Donc l'ensemble vide est impossible. A l'inverse, l'ensemble fondamental E est l'événement certain. Quoi qu'on fasse quand on lance un dé, on va trouver un résultat compris entre 1 et 6. C'est pas possible autrement. Un sous-ensemble qui ne contient qu'un seul résultat possible est ce qu'on appelle un événement élémentaire. D'accord, donc tiré 3 par exemple, si on regarde l'événement tiré 3, on est en train de s'adresser à ce qu'on appelle un événement élémentaire, donc un événement unique dans l'ensemble fondamental.
Donc je l'ai dit, il y a les ensembles finis ou infinis. Plus précisément, il y a 3 types d'ensembles fondamentaux. Il y a l'ensemble fini et donc dénombrable, qui est typique dans le cas du jet de dés, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour un dé à 6 faces. Si vous allez voir un peu plus loin, il y a 2 de types d'ensembles infinis, qui sont les ensembles infinis dénombrables. Là, par exemple, on pourrait s'intéresser à l'expérience aléatoire. Combien il faut-il faire de jet de dés avant d'obtenir 1 ? Et là, ça peut être n'importe quel nombre en réalité. Donc il y a une infinité de possibilités. Elles n'ont pas toutes la même probabilité, on verra ça par la suite, mais en théorie, n'importe quelle valeur est possible. En 1 jet, en 2 jets, en 3 jets, etc. En n jets, n pouvant prendre n'importe quelle valeur ici. Mais on peut donc dénombrer, c'est-à-dire qu'on peut associer un entier naturel à chacun des cas possibles. Et finalement, il va y avoir la situation de l'ensemble fondamental infini non dénombrable. Par exemple, la probabilité de toucher un point sur une cible, si on estime qu'on lance aléatoirement sur la cible, on sait qu'un point c'est de dimension nulle, et la cible fait 2 dimensions d'espace, et donc il y a une infinité de possibilités non dénombrables en l'occurrence. Vous ne pouvez pas associer un entier naturel à chacun des points de la cible. Donc voilà, donc c'est les 3 grandes catégories d'ensembles fondamentaux, et les 3 sont importants, et on utilisera les 3 par la suite. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à considérer la situation qui va mettre en relation 2 événements, A et B, du coup. Donc A et B sont des événements du même ensemble fondamental. Okay. Et la première situation qui va être importante, c'est la situation A et B, c'est-à-dire ou A inter B, qui se symbolise par cette petite arche ici. Donc ça, c'est un événement qui se produit si A et B sont réalisés. D'accord ? Donc si ici en rouge on symbolise l'ensemble fondamental qui regroupe donc tous les événements possibles, les événements élémentaires possibles. Ici la surface A dans l'ellipse A correspond à l'événement A, et dans la surface B ici l'ellipse B correspond à l'événement B. A inter B, donc A et B, c'est cette partie bleue ici qui est commune à A et B à la fois. D'accord ? Donc par exemple, si on reprend un D, on peut considérer l'événement nombre pair avec l'événement nombre premier, 2, 4, 6 et 1, 2, 3, 5, et donc nombre à la fois un nombre pair et premier, A inter B, ici ce serait 2, c'est le seul élément en l'occurrence qui soit commun aux 2. D'accord ? Voilà. Donc l'événement A et B, c'est l'événement qui se réalise si A et B sont réalisés. Ensuite on a A ou B, donc cette fois-ci c'est une forme de U, tournée vers le haut, hein, c'est le même symbole mais dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est une bonne source d'erreur, ça faut faire attention à ce symbole-là par la suite, que ce soit dans la vie ou dans les tests auxquels vous pourriez être soumettre, sait-on jamais. Donc A ou B, c'est un événement qui se produit si A ou B est réalisé, donc là ça regroupe entièrement A et entièrement B. D'accord ? Donc par exemple, le nombre pair, 2, 4, 6 et nombre premier B, A ou B, ça va regrouper 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit qu'en l'occurrence, on va se retrouver avec tout E. Alors ça, c'est pas nécessaire, bien sûr. On peut avoir deux événements A et B quand on les regroupe en faisant A ou B, qui ne regroupent pas tout l'ensemble fondamental. Là, en l'occurrence, ce dessin ne représente pas la situation qui est ici, puisque il y a des parties de E qui échappent à l'ensemble A. Bon, voilà. Ensuite, on a un autre élément qui est très important, qui est l'événement non A, qui est un événement qui se produit si A n'est pas réalisé. Donc là, par exemple, alors ici, vous voyez, ça c'est l'événement A. L'événement non A, c'est tout le reste de E qui n'est pas dans A. D'accord ? On peut aussi l'appeler complémentaire de A. Alors si on prend donc nos ensembles de nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a A qui serait l'événement nombre premier, c'est 1, 2, 3, 5. Le non A, c'est donc les nombres qui sont non premiers et qui contient du coup juste 4 et 6, d'accord, qui ne sont pas dans A. Et quand on fait le regroupement de A avec non A, c'est-à-dire A ou non A, on obtient tout l'ensemble E pour le coup. Un événement plus son complémentaire regroupe tous les événements possibles. Donc ça c'est important à voir. Et à l'inverse, si on fait A inter non A, on va obtenir 0, l'ensemble vide. Donc c'est ça que je dis un peu ici. On va appeler A et B des événements incompatibles, et donc qui s'excluent mutuellement si A inter B ou bien si A et B est l'ensemble vide. D'accord. Donc par exemple, on ne peut pas à la fois tirer un nombre qui soit premier et non premier. Ça n'a pas de sens. Soit on est premier, soit on est non premier. Donc un ensemble et son complémentaire, notamment, sont incompatibles. Mais il peut y avoir d'autres situations. Vous voyez ici, A et B sont deux événements qui ne sont pas complémentaires, mais qui ne sont pas compatibles non plus. A inter B ici et l'ensemble vide. Voilà. Ok. Donc, on a vu rapidement ces notions d'ensemble qui permettent de définir ce qu'on appelle les événements, et on voit un peu comment on va pouvoir associer les événements, les regrouper entre eux, etc.
Maintenant, on va commencer à parler de probabilité. Donc, une probabilité, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est en fait une- c'est le fait d'associer un nombre compris entre 0 et 1 à un événement. Fondamentalement, c'est ça une probabilité, on verra après tout petit peu plus précisément. Mais fondamentalement, la probabilité d'une probabilité, c'est d'associer un nombre compris entre 0 et 1 à un événement. Donc par exemple, ça vient très naturellement, hein, quand on veut calculer la probabilité de l'événement tiré 1, bah, on a une chance sur 6 sur un dé à 6 faces. On va regarder ces questions-là un peu plus en détail après, mais on va pour l'instant faire un appel à notre intuition. On se rend compte que si j'ai 6 possibilités, ben j'ai une chance sur 6 de tirer le nombre 1. La probabilité de l'ensemble vide de l'événement impossible est égale à 0. Ce qui est la probabilité, par exemple, quand je lance mon dé de ne tirer aucun nombre, bah c'est 0. Il n'y a aucune chance que ça se produise, que je ne tire aucun nombre en lançant mon dé. Donc de façon plus générale, hein, quoi qu'il arrive, l'ensemble vide a une probabilité nulle. Ensuite, alors ça c'est une probabilité qui est très très importante à bien comprendre. Prenez le temps, là je vais l'expliquer une fois, mais si vous avez besoin de repasser plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe, c'est très important de prendre le temps. La probabilité de A ou B, donc de tirer soit l'événement A, soit l'événement B, va être égale à la somme de la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A et B, donc d'un événement qui soit dans A et B. Alors, prenons un petit exemple pour le coup. La probabilité de tirer 3 ou de tirer un nombre impair va être égale à la probabilité de tirer 3, donc il y a une chance sur 6. Tirer un nombre impair, il y a 1, 3 et 5, donc il y a 3 nombres parmi 6, donc 3 sur 6, ça fait une chance sur 2, d'accord, de tirer un nombre impair, moins la probabilité de A inter B, donc tirer 3, tirer un nombre impair, ils ont un élément commun qui est précisément 3 en l'occurrence, et donc au total il y a une chance sur 6 dans la probabilité de A inter B. Donc là, la probabilité serait de 1 sixième plus 1 demi moins 1 sixième, donc 1 demi en l'occurrence. La situation qu'on regarde là, qui n'est pas la plus intéressante, mais qui permet un peu de regarder ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que si on n'enlève pas probabilité de A inter B, en fait, on va compter deux fois certains éléments. Puisqu'on va compter les éléments qui sont communs à A et B, on va les compter une fois dans A et une fois dans B. Donc pour ne pas les compter deux fois, on les enlève une fois. D'accord. Donc on enlève une fois ce qui est commun à A et B, ce qui fait qu'on n'aura compté qu'une fois ce qui est commun à A et B dans cette opération, et pas deux fois. Voilà, c'est ça le sens de cette opération. Et donc si A et B sont des événements incompatibles, on aura cette propriété simple qui est que la probabilité de A ou B, c'est simplement la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça découle de ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les événements incompatibles. C'est l'événement pour lesquels probabilité de A inter B est égale à 0, donc de toute façon cette relation-là est toujours vraie en fait. Mais dans le cas d'événements incompatibles, ce terme-là vaut 0, et puis c'est tout, il ne vous reste plus que probabilité de A plus probabilité de B. Donc par exemple, la probabilité de tirer 3 ou de tirer un nombre pair, cette fois-ci, comme 3 n'appartient pas à l'ensemble nombre pair, on peut à la fois valoir 3 et être pair, et pour le coup c'est 1 sixième plus 1 demi. D'accord. Voilà, et la probabilité de E vaut 1. On est sûr, quand on tire un nombre, de tirer soit 1, 2, soit 1, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. C'est l'événement certain, on avait dit, donc la probabilité de E est égale à 1. Voilà. Maintenant, on va en venir à la notion d'ensemble probabilisé. Donc on a vu d'un côté des ensembles, qui sont tous les événements possibles. On a vu de l'autre côté la notion de probabilité. Maintenant, on va parler de ce que c'est qu'un ensemble probabilisé. Alors on va parler d'abord de l'ensemble probabilisé fini, qui est le cas du dé, qu'on a exploré jusque-là. Donc le principe c'est qu'on considère un ensemble fondamental E qui contient n éléments. Pour notre dé, c'était de 1 à 6. Et on va dire qu'il est probabilisé à partir du moment où on est capable d'associer une probabilité P de I à chacun des événements élémentaires de E. D'accord, donc la probabilité des P de I, là pour le coup, est bien réglée. Tous les PI doivent être supérieurs ou égaux à 0. La somme de tous les P de I, donc là ici, comme on a n éléments, dans la somme de I égale 1 à n de tous les P de I, vaut 1. Ça veut dire que quand on va lancer un nombre, par exemple dans le cas de notre dé, on doit trouver soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc la somme des probabilités de 1 à 6 fait forcément 1. Même pour un dé pipé, c'est vrai ça pour le coup. D'accord. Autant pour un dé pipé, par définition, il y a au moins une face qui a une probabilité plus élevée. Dans le cas des... même dans ce cas-là, la somme des probabilités fait forcément 1. On doit trouver un nombre, quoi qu'il arrive. Voilà. Et du coup, la probabilité d'un événement, A, donc qui peut regrouper plusieurs événements élémentaires, va être la somme des probabilités de tous les événements élémentaires qui le composent. Voilà, donc ça c'est vraiment des propriétés très fondamentales de tout ce qu'on va utiliser par la suite. Alors un premier ensemble
qui est très naturel parce que c'est celui du dé ou du jeu de cartes, c'est l'ensemble équiprobable. Donc c'est-à-dire que dans cet ensemble-là, tous les événements ont la même probabilité. Donc là, typiquement, le dé pipé n'en fait pas partie. Tous les événements du dé pipé n'ont pas la même probabilité. Il a plus de chances de tomber sur une face ou sur une autre. Et donc, il n'appartient pas à cette catégorie-là. Mais un dé juste, un dé équitable qui ne triche pas, appartient à la famille des ensembles équiprobables. Donc pour ces ensembles équiprobables, qui contient donc n événements élémentaires, la probabilité de chacun de ces événements est identique. Elle vaut P indice n pour tout le monde, qui est de 1 sur n. D'accord. Et donc quand on fera la somme de tous ces nombres, on trouvera 1. 1 sur n plus 1 sur n. Voilà, n fois, ça fait bien 1. Voilà, donc dans cet ensemble-là, et uniquement dans cet ensemble-là, la probabilité d'un événement A est égale au nombre de résultats favorables divisé par le nombre total d'événements. Voilà. Bon, c'est un cas qui est quand même très fréquent. On peut prendre cette fois-ci un exemple pour changer un petit peu de jeu de cartes. Donc on a un jeu à 52 cartes, d'accord. Donc là c'est un ensemble équiprobable, on peut tirer une carte au hasard, on a une chance sur 52 de tirer n'importe quelle carte. La probabilité donc de tirer un as, en règle générale, va être égale à 4 sur 52, puisqu'il y a 4 as, donc le nombre total d'événements favorables est de 4, sur 52 possibilités au total, ça fait 4 sur 52. La probabilité de tirer un as ou bien de tirer une carte qui est un cœur, cette fois-ci, va être égale, on va appliquer un peu ce qu'on a vu précédemment, donc la probabilité de tirer un as, 4 sur 52, la probabilité de tirer un cœur est de 13 sur 52, il y a 13 cartes par couleur, sur 52 cartes au total, et on doit enlever la probabilité de tirer un as inter tirer un cœur, pour pas compter deux fois l'as de cœur en fait. En l'occurrence, c'est le seul élément qui soit concerné ici, donc probabilité de tirer un as ou un cœur, il faut lui enlever la probabilité de tirer un as et un cœur, qui est de 1 sur 52, donc c'est l'as de cœur. Donc au total, on a 16 chances sur 52 quand on considère cette probabilité-là. Voilà. Et donc pour calculer ces probabilités, on a eu besoin de faire appel à un ensemble qu'on appelle probabilisé, donc un ensemble de résultats possibles associés à leur probabilité. Alors maintenant, on a vu un ensemble probabilisé fini, on va venir à une situation qui est un ensemble probabilisé infini. Alors on va commencer par l'ensemble dénombrable. Donc là, cette fois-ci, ça veut dire qu'on a une infinité d'éléments qui composent cet ensemble, mais on peut les compter. 1, 2, 3, etc. jusqu'à n et au-delà. Donc chaque élément AI va se voir associer une probabilité également. Là aussi, on doit avoir la même propriété, qui est que tous les P de I sont soit supérieurs, soit égaux à 0. Ils ne peuvent pas être négatifs. Ils doivent être plus petits que 1, puisque la somme de tous les P de I, de 1 à l'infini, doit faire 1. Alors pour le coup, par rapport à l'ensemble probabilisé équiprobable, là on ne peut pas associer a priori la valeur des P de I aux événements. Là il faut des considérations qui vont être propres au système qu'on va considérer pour pouvoir déterminer combien vaut le P de PI associé à chacun des AI. Alors on peut prendre un exemple sur lequel on saura facilement faire cette association, c'est si on tire à pile ou face par exemple, et qu'on se pose la question combien est-ce qu'il faut de jets avant d'avoir la valeur pile. Donc là on voit que on peut avoir jusqu'à n jets, n pouvant prendre n'importe quelle valeur avant de tirer pile. En revanche, ils n'ont pas tous la même probabilité. Au premier jet, on a une chance sur 2 d'avoir pile, donc P1, donc le premier élément. Donc au premier jet, c'est 1,5, on a une chance sur 2. La probabilité qu'on l'ait en 2 jets, elle est, on ne l'a pas eu au premier, on avait une chance sur 2, et on l'a au suivant, ça va nous faire une chance sur 4. Et donc la probabilité de l'avoir au bout de n jets va être 1 sur 2 à la puissance n. Et donc là, on s'est associé à n'importe quelle valeur de l'ensemble fondamental, une valeur de probabilité. On a probabilisé cet ensemble ici d'événements. Voilà, et si vous faites le calcul mathématique, la somme des Pn ici converge bien vers 1 quand on va à l'infini. Donc tout ça marche. Ok. Et finalement, on l'a évoqué, il y a la situation de l'ensemble non dénombrable. Donc ça correspond au cas continu. Alors typiquement, tirer une fléchette dans une cible, et on verra par la suite, il y a des exemples médicaux qui sont par exemple la taille de quelqu'un, c'est une valeur qui peut prendre n'importe quelle valeur en fait, entre des bornes, mais on peut pas la dénombrer pour le coup. Donc c'est bien des cas très concrets. Donc cette fois-ci, la probabilité va être associée à des zones de taille non nulle. Et pas à des points. Les points ont des probabilités nulles dans ces ensembles-là. Alors c'est toujours un peu paradoxal parce que par exemple, si on raisonne sur une taille, on a bien une taille qui a une valeur précise, et pour autant, la probabilité associée à cette taille, qu'on ait cette taille, est bien égale à 0. Voilà. Bon, c'est les mathématiques qui nous règlent ça.
Ces probabilités vont se calculer du coup à partir de ce qu'on appelle une fonction densité de probabilité qui va être associée à chaque point. On verra après d'où vient le fait que la probabilité pour chaque point est nulle, mais donc le résultat de cette affaire, c'est qu'on ne va plus avoir simplement une association point à point, puisqu'on ne sait plus le faire à ce stade-là. On va avoir besoin d'une fonction pour décrire les probabilités. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Donc la probabilité conditionnelle, c'est une probabilité qui va être de A sachant B. C'est-à-dire que quelle est la probabilité que l'événement A se produise, sachant que l'événement B se produit. Alors ça, c'est extrêmement important. On va voir que ça a énormément de conséquences par la suite, en pratique et en théorie d'ailleurs. Et donc cette probabilité de A sachant B, elle va être égale à la probabilité de A et B, d'accord, divisée par la probabilité de B. Donc si on prend un peu notre schéma ici, on voit ici l'ensemble des événements possibles, hein, c'est l'ensemble fondamental E. On a dedans deux sous-ensembles, l'événement A et l'événement B. Et donc là, la question qu'on pose, c'est on sait que l'événement B se produit, donc on se situe quelque part dans B. Quelle est la probabilité que A se produise? Et donc cette probabilité-là, elle va être égale à quoi? Elle va être égale au rapport ici de la surface en bleu sur la surface B. D'accord? Tous les cas favorables dans B qui produisent A. Et donc ça, si on regarde bien, ce rapport ici de la surface bleue sur l'ensemble B, donc de A inter B sur B, ça va être bien égal à la probabilité de A inter B, cette petite surface bleue, sur la probabilité de B dans l'ensemble E. Donc voilà. Donc ça, c'est la probabilité que A se produise, sachant que B se produit. Donc un petit exemple concret quand même. On va cette fois-ci prendre un exemple 2D, mais un petit peu plus compliqué. On va considérer qu'on lance 2 dés à la fois. Et on va se poser la question, on sait que la somme de notre résultat fait 6, d'accord? Donc sachant que la somme des 2 dés fait 6, quelle est la probabilité qu'au moins un des dés ait donné le résultat 2? Donc d'abord, notre ensemble fondamental, il contient 36 possibilités. Le couple, un premier dé lancé donne 1, le deuxième donne 2, le premier donne 1, le deuxième donne... Pardon. Le premier donne 1, le deuxième donne 1, le premier donne 2, je ne vais pas y arriver, je m'excuse. Les 2 dés lancés donnent 1, le premier donne 1, le deuxième donne 2, le premier donne 2, le deuxième donne 1, etc. Donc au total, on a 36 possibilités quand on compte tout ce qui est, tous les cas possibles. Si c'est pas évident pour vous, prenez le temps de le faire, c'est des très bons exercices de dénombrer les possibilités d'expérience aléatoire. Donc parmi ceux-là, ce qui nous intéresse donc ici, c'est les situations qui vont donner lieu au fait de tirer 2. Donc notre ensemble A, tirer 2, d'accord? Ça va contenir les couples 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, etc. Et au total, si vous les comptez, il y a 11 possibilités. Donc la probabilité que 1 des dés au moins ait donné 2, probabilité de A, vaut 11 sur 36 en l'occurrence. D'accord? Donc toute la surface de A ici, là, fait 11 dans un ensemble E qui fait 36. La probabilité ici de B, donc que la somme fasse 6, c'est les situations suivantes, c'est 2 et 4, 4 et 2, 1 et 5, 5 et 1 et 3, 3. Donc il y a en tout 5 possibilités seulement qui composent l'ensemble B. D'accord? Donc il y a 5 chances sur 36. Et maintenant, la question qu'on se pose donc, c'est quelle est la probabilité d'avoir un 2, sachant que la somme fait 6. Donc c'est ce qui est commun ici, à la fois je fais 2, enfin je contiens au moins un 2, et la somme fait 6. Donc ici. Donc cette probabilité-là, on peut la calculer. D'abord, on va calculer la probabilité de A inter B. Donc l'événement A inter B ici, c'est les événements qui sont présents dans A et dans B. Donc si on regarde bien, on a ici 2, 4 et 4, 2. C'est la seule situation qui soit commune. C'est les deux seules situations qui sont communes à A et B. Donc on a 2 cas sur les 36 au total. D'accord? La probabilité de A, sachant que B, du coup, on applique la relation. Probabilité de A inter B sur probabilité de B, elle est égale à 2 sur 36, divisé par la probabilité de B qui est 5 sur 36. Donc les 36 se simplifient, il ne reste plus que 2 sur 5. Donc si on sait que la somme fait 6, il y a 2 chances sur 5 qu'il y ait au moins un des dés qui vaille 2. On est même sûr que 2 n'apparaîtra pas d'ailleurs. Il ne peut y avoir qu'un seul dé qui fasse 2 en l'occurrence. Voilà. Donc un exemple illustrant les probabilités conditionnelles. Ok. Donc maintenant on va parler d'événements indépendants. Donc un événement est dit indépendant, enfin 2 événements sont dits indépendants si la connaissance de l'un n'influe pas la connaissance de l'autre. Donc si
la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Une autre façon de dire ça, c'est de dire que du coup la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Si on revient 30 secondes en arrière avec cette idée en tête, ce qu'on voit c'est ici que si on a probabilité de A inter B égale au produit des probabilités, probabilité de B se simplifie en haut et en bas, et on a probabilité de A sachant B égale probabilité de A. D'accord, donc c'est bien la même chose qu'on a dit deux fois ici, de deux façons différentes. Donc deux événements sont indépendants si la connaissance de l'un n'influe pas la connaissance de l'autre. Voilà, ça permet de produire ce qu'on appelle le théorème de la multiplication, et donc d'écrire que la probabilité de... Pardon, je vais le généraliser peut-être. Donc ce qu'on appelle le théorème de la multiplication, c'est la probabilité de A inter B, qui est égale, en fait, qui découle simplement de la probabilité conditionnelle, qui est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B, mais c'est aussi égal à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. D'accord ? Ces deux relations-là ont bien la même valeur, qui est probabilité de A inter B. Et on peut le généraliser, alors on ne va pas l'utiliser ensemble tellement, mais c'est bon de l'avoir en tête parce que ça peut être nécessaire parfois. Donc on peut faire la probabilité de A1 inter A2 inter etc. jusqu'à inter AN, et on obtient la relation qui est ici. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, on ne va pas trop l'utiliser par la suite. Voilà. Donc on va se donner une petite application de ce théorème de la multiplication. Et par exemple, une situation où on peut en avoir besoin, c'est quelle est la probabilité de tirer 3 objets défectueux dans une boîte qui contient 10 objets dont 4 sont défectueux. D'accord, donc à quel point est-ce qu'on peut ne pas avoir de chance, si j'ose dire, si on gagne les objets qu'on tire. Donc quelle est la probabilité ? Donc la probabilité que le premier objet soit défectueux est de 4 sur 10. D'accord. Donc c'est probabilité de A1 ici. Quelle est la probabilité que le deuxième objet soit défectueux, sachant que le premier objet est défectueux, puisqu'on veut tirer 3 objets défectueux. Cette fois-ci, elle est de 3 sur 9, il ne reste plus que 3 objets défectueux dans la boîte qui ne contient plus que 9 objets. D'accord, donc elle est de 3 sur 9. Donc ça, c'est probabilité que l'objet soit défectueux, sachant que le premier était déjà défectueux, le deuxième objet. Et ensuite, quelle est la probabilité que le troisième objet soit défectueux, sachant que le premier et le deuxième objet sont défectueux. Il ne reste plus que 2 objets défectueux dans la boîte, on en a enlevé 2. Il ne reste plus en tout que 8 objets dans la boîte, donc il y a 2 chances sur 8 à ce stade-là de piocher un objet défectueux. Donc au total, la probabilité de tirer 3 objets défectueux, c'est le produit de ces 3 probabilités-là, 4 sur 10 fois 3 sur 9 fois 2 sur 8, ça fait 24 sur 720, ou bien une chance sur 30, en l'occurrence, de tirer 3 objets défectueux de boîte. Voilà. Bon. Donc c'est une application ici du théorème de la multiplication qui est un peu plus générale que juste la première situation. Ok. Maintenant, on en vient à la relation de Bayes qui est extrêmement importante. On verra par la suite, il y a même tout un paradigme des probabilités et des statistiques qui se revendique de l'approche qu'on appelle bayésienne et qui ne résonne que dans la perspective de la relation de Bayes. Alors, c'est pas forcément l'approche qu'on va prendre ici spécialement, mais on a énormément besoin de la relation de Bayes par ailleurs. Elle est extrêmement importante. Donc, ce qu'on voit simplement, c'est que si on reprend notre théorème de la multiplication précédent ici, PR de A sachant B fois PR de B égale PR de B sachant A fois PR de A. Si on envoie PR de B de l'autre côté, ça nous fait PR de A sachant B égale PR de B sachant A fois PR de A sur PR de B. Donc c'est exactement ce que je viens d'énoncer ici. Donc cette relation-là, on appelle ça la relation de Bayes. Et on peut la généraliser avec le théorème et aboutir au théorème de Bayes pour une situation où on a plus d'événements considérés. Et donc là, c'est la probabilité que l'événement AI sachant B se produise. Il va être égal à la probabilité de B sachant AI fois la probabilité de AI divisé par cette somme ici. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette relation ? C'est qu'on calcule la probabilité d'un événement B à partir de probabilités qui portent sur l'événement A, sachant B. On inverse la relation sachant que. Et on verra, pour le coup là, on va s'en servir et on verra comment ça permet de lever des situations un peu bizarres. Donc on va se donner une petite application. Donc considérons un dépistage d'une maladie rare. Mettons que cette maladie touche une personne sur 100 000. D'accord ? Et on a un test qui est positif dans 90% des cas pour les malades, c'est ce qu'on appelle un vrai positif, et dans 0,5% des cas pour les personnes saines. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Donc quand on regarde comme ça, c'est assez favorable. Il se trompe rarement ce test. Il a que 0,5% de faux positifs, et il a quand même souvent raison, il a 90% de vrais positifs. On va appeler M l'événement patient atteint, M pour malade, et l'événement test positif, on va l'appeler T, comme trou en anglais, pour donner un petit peu les références ici. Donc il y a un mélange d'anglais et de français, c'est très bien.
Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est déterminer la probabilité M sachant T, c'est-à-dire la probabilité d'être malade, sachant que mon test est revenu positif. Donc je suis allé chez le médecin, il a suspecté que je suis atteint d'une maladie rare, il m'a envoyé faire un test au laboratoire, et ce test revient positif. Alors, quand on voit les stats qu'on a données pour le test, là on se dit, oula, mauvaise nouvelle, dans 90% des cas où les gens sont malades, le test est vraiment positif, et 0,5% pour les personnes saines, il revient positif, mais donc faux positif. Donc ça a l'air mal parti. Donc on revient catastrophé de notre inspection. Bon, mais c'est une maladie rare. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment calculer la probabilité qu'on soit malade, sachant que le test est positif. Et bien, on va utiliser la relation de Bayes pour déterminer cela. Donc, ce qu'on voit, c'est que on a besoin, du coup, pour la relation de Bayes, de la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on est malade. Et ça, c'est les vrais positifs, dans 90% des cas. Donc, la probabilité vaut 0,9, 90% si on le transfère dans le langage des probabilités, c'est 0,9. On va avoir besoin de la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on n'est pas malade. Et ça, c'est dans 0,5% des cas, donc c'est 0,005 en probabilité. Et on va avoir besoin de la probabilité d'être malade qu'on s'est déjà énoncée, qui est une personne sur 100 000 est malade, donc la probabilité d'être malade, elle est de 10-5. 10 puissance moins 5. Donc dans le cas présent, le théorème de Bayes va s'écrire la probabilité d'être malade sachant que le test est positif, PR de M sachant T, c'est PR de T sachant M fois PR de M sur PR de T. D'accord. Donc PR de T sachant M, on l'a. PR de M, on l'a. Ce qu'on n'a pas, c'est PR de T, tout seul. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un petit calcul. D'accord. Donc pour calculer PR de T, PR de T, il va être égal à quoi? Il va être égal à PR de T sachant M fois PR de M, plus PR de T sachant qu'on n'est pas malade, fois la probabilité de n'être pas malade. D'accord. Alors ces probabilités-là, on les a en réalité, ici on regarde bien ce qui se passe, parce que la probabilité de n'être pas malade, elle est égale à 1 moins PR de M, la probabilité d'être malade. D'accord. Donc au total, ici, la probabilité que le test soit positif, PR de T, elle est égale à PR de T sachant M fois PR de M, plus PR de T sachant non M, fois 1 moins PR de M. Voilà. Et là, on a calculé PR de T, ce terme ici qui nous manquait. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à appliquer la relation. Donc alors, je l'ai recollé ici, c'est un peu long. Faites pause pour lire en détail, voir que je ne vous ai pas arnaqué. Mais c'est juste j'ai remis bout à bout les deux relations qu'on a vues ici. Et donc, on applique la relation, et ça nous fait 0,9 fois 10-5 divisé par 0,9 fois 10-5 plus 0,005 fois 1 moins 10-5. Et au total, ça nous fait 0,0018. Donc, on a 0,18% de chance d'être effectivement malade après avoir été faire notre test dans ce laboratoire. Donc c'est très très peu probable. Et pourtant on est revenu catastrophé en se disant j'ai peut-être cette maladie rare là. Voilà, ça fait un peu peur. Donc ce résultat est quand même très surprenant si on y réfléchit 2 secondes. Le médecin nous a envoyé faire un test, il revient positif, ça nous paraît inquiétant, et pour autant quand on fait notre calcul de probabilité, ça a l'air très peu probable. Alors d'où est-ce que ça vient? Donc analysons un peu ce résultat parce qu'il peut vous intéresser dans la vie courante si vous êtes confronté à cette situation-là. Si on considère une population maintenant de 1 million de personnes, sur cette population de 1 million de personnes, comme il y a une personne sur 100 000 qui est touchée, il va y avoir 10 personnes malades. 10-5 fois 10 puissance 6, ça fait 10. Parmi ces 10 personnes, en gros, 9 vont avoir un test positif et 1 aura un test négatif. D'accord. C'est notre fameux taux de faux négatif. Bon, et maintenant, 0,5% des 990 000 personnes qui ne sont pas malades vont présenter un test positif. Donc ça veut dire 4 950 personnes, en l'occurrence, vont avoir un test positif alors qu'elles ne sont pas malades. Donc au total, si on raisonne juste sur les tests positifs, on voit qu'en fait, il y a 9 tests positifs parmi 4 900 tests qui correspondent à des malades. Et on voit qu'effectivement, ça correspond qu'à une toute petite partie des tests positifs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas un dépistage dans tous les sens de toutes les maladies. Il faut qu'il y ait d'autres signes cliniques qui indiquent que la personne est porteur de la maladie. Alors, ce n'est pas la généralité de quelle situation on fait les tests cliniques. Il faudra aller beaucoup plus loin dans l'analyse biostatistique qu'on ne va le faire du reste pour bien faire les choses. Mais vous voyez un peu le genre de situation où un résultat qui a l'air catastrophique n'est pas forcément. Il faut bien faire la part des choses. Donc là, la probabilité qu'on a ici, qui est un peu surprenante, vient du fait que la maladie est rare. Si vous prenez une maladie qui n'est pas rare, alors là, pour le coup, le diagnostic devient d'un coup beaucoup plus dramatique. Voilà. Bon. Prenez le temps de réfléchir à cet exemple-là, en considérant que la maladie n'est pas rare, et donc à une probabilité plus élevée, vous allez voir, du coup, la probabilité que vous êtes malade avec un test positif augmente très très vite.
Voilà. Bon, c'est ce qui va conclure en tout cas pour aujourd'hui ce qu'on avait à dire. C'était sur les probabilités. Et donc ça va se continuer dans la prochaine vidéo, le prochain cours, je ne sais pas comment vous allez traiter ça, par l'approche, par l'étude de ce qu'on appelle les variables aléatoires. Voilà, au revoir, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, semaine, bonne matinée. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, c'est le monde merveilleux d'Internet.